Merci. Alors, avant de commencer ma conférence, donc vous voyez le titre, Le grouillement des lézards et les mille herbes indomptables, Montaigne et la pensée végétale. Je voulais en premier lieu remercier la Société des bibliophiles de Guyenne qui m'ont invité à Bordeaux. Je suis toujours très heureuse de revenir à Bordeaux. Je suis venue souvent, invitée par mon amie Violaine Giacomo-Tochara, et qui est en Italie. Par contre, on a fait un échange Erasmus. Elle est en Italie et moi, je suis là. Et, ou bien par Catherine Magnin-Simonin, qui enseignait aussi et qui avait fait un très beau colloque sur l'histoire à la Renaissance. Et donc, je vais aujourd'hui présenter un sujet de recherche qui m'occupe depuis quelque temps. Et j'ai déjà fait ma thèse sur la poésie scientifique au XVIe siècle, ma thèse de doctorat sur un poète scientifique qui s'appelle Guy Lefebvre de la Bauderie, il y a très longtemps, quand j'étais jeune, et dont l'intérêt pour la science, pour la littérature, c'est-à-dire pour cette union de science et littérature, m'a toujours très intéressée. Voilà, c'est l'affiche d'un colloque qu'on a fait récemment à Vérone, où j'ai parlé de Montaigne et les autres, dont de cette idée de Montaigne, l'inclusion des autres peuples, et notamment de Montaigne, du rapport avec les cannibales, donc avec les soi-disant sauvages, mais aussi avec les Juifs et avec les Turcs. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup mon département parce qu'on vient d'avoir un financement de 6 millions d'euros pour un projet sur l'inclusion. Et donc, c'est un autre aspect de Montaigne qui m'intéresse. Il y a un très beau livre récent de Ben Malouf sur l'humanité des autres. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Aujourd'hui, je vais parler de notre sujet qui est Montaigne et le végétal. Ça, ce sera la couverture de mon livre qui va paraître en 2024 sur Penser le végétal, où je ne parle pas seulement, ça c'est un peintre italien qui s'appelle Crivelli, et donc, vous voyez, là-bas, ses fruits et ses légumes, on l'appelle le maître, les Anglais l'ont appelé le maître au cornichon, voilà, mais il enrichit toujours dans ces tableaux de ces magnifiques bordures de végétaux. Alors, le titre de notre livre, de mon livre sera Penser les plantes à la Renaissance, Montaigne-Joubert, Pelletier-du-Mans, et il paraîtra en Italie, même s'il est écrit en français. Alors, les plantes, contrairement à la Dorse, on dit toujours que Montaigne parle beaucoup des animaux, non seulement des animaux, il parle aussi des plantes, il parle aussi du végétal. Donc, contrairement à la Dorse, les plantes poussent un peu partout dans les essais, que ce soit des mauvaises herbes qu'il faut sélectionner, dont là, il y a aussi évidemment une connotation métatextuelle, dont il faut sélectionner les mots, comme on sélectionne les plantes. Mais il parle aussi de plantes médicinales qui font partie de la pharmacie de Phébus. Cette belle expression est une expression de Pelletier-du-Mans, dont des plantes que Pelletier retrouvait, par exemple, dans les montagnes de la Savoie et où il a séjourné longtemps, où il a écrit ce magnifique poème scientifique qui est La Savoie, en 1572. Donc, que ce soit des arbres, des racines, des feuilles, dessinant les méandres d'une lymphe vitale animant le cosmos, que ce soit des fruits et des légumes, de la pomme au chou, voilà, il s'arrête souvent sur le chou, on le verra, ou des rencontres végétales italiennes ensoleillées de melons et de citrons jaunes, de vignobles romains ou des plantes venues d'ailleurs du Nouveau Monde. Voilà, il s'intéresse aussi beaucoup aux plantes dont des tupinambas, par exemple, des incas. Et là, j'ai fait des découvertes assez intéressantes qui vont envahir le catalogue de Ziletti. Ziletti était, à Venise, un rôle central pour cette pensée végétale, parce que souvent, Ziletti a imprimé Raymond Sebon en latin, mais surtout, il a imprimé toute une constellation de textes consacrés aux végétaux, et en particulier à Costa, où l'on parle de l'herbe vive, on parle des ananas, et ce végétal dont tisse un fil vert qui traverse les essais et le journal. Donc, greffe, rhizome, graines, épices, le végétal parcourt le texte des essais et permet à Montaigne d'en explorer le mouvement secret. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce tableau magnifique de Leonardo da Vinci,
Les images végétales de Montaigne ne sont pas seulement sous-tendues de ses lectures philosophiques et littéraires, dont Aristote, Lucrèce joue un rôle important, Plutarque, Théophraste, les stoïciens, Ovide, mais démontrent aussi ses connaissances parfois directes, testées sur lui-même. Alors que Pelletier, qui est médecin, essaye les effets des plantes sur lui-même, c'est assez normal, mais pour Montaigne, cela n'a pas toujours été souligné. Et c'est lui-même qui le dit, qui le révèle. Les plantes, pour lui, sont des voies, des canaux pour sonder la matière, des révélateurs du fonctionnement du monde en mouvement, de ce qu'on appelle le perpetuum mobile. C'est le titre d'un très beau livre de Michel Jeanneret. Dans la lignée donc de Leonardo et de sa perception du cosmos et de la botanique qui l'a longtemps fasciné. Alors, vous connaissez, je crois, les dessins magnifiques de Leonardo à propos des plantes. Dans ses codex, on trouve des dessins d'animaux, mais aussi de plantes. Donc Montaigne, de plus, cette relation entre l'écriture et la métaphore végétale est souvent utilisée. Son livre enfant se nourrit de cette relation profonde qui pénètre au-delà des apparences, au-delà de l'écorce. Montaigne plante, sème, butine, émonde dans son immense jardin de mots et de fleurs. Comme, dit-il, en 26, les abeilles pillotent ça et là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Voilà son système, sa façon de travailler, comme les abeilles. Ce n'est plus du thym ou de la marjolaine, ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Voyez donc la méthode Montaigne, de butiner par-ci par-là. Donc Montaigne fait fleurir son style, son corps, sa vie comme une immense fleur, de toutes les couleurs, mais où le vert domine, le vert du jardin, du potager, des champs cultivés ou en friche qui leur servent souvent de sa tour, de ces 1000 plantes de l'Europe, des Indes et du Nouveau Monde, brille dans ce texte qui nous permet de rencontrer les autres, hommes, plantes, animaux, dans des allers et retours entre le temps et l'espace. Sa vision éthique de l'univers ne s'adresse pas seulement à l'homme et à l'animal, mais s'étend aux arbres et aux plantes, dans une sorte de réseau de solidarité des êtres, dans une chaîne, ainsi qu'il l'écrit dans De la cruauté. Et vous avez la citation. « Il y a un certain respect qui nous attache et un général devoir d'humanité. Non aux bêtes seulement, qui ont vie et sentiment, et dont, là, sur les animaux, dans l'apologie, on a beaucoup travaillé, notamment Gontier, mais aux arbres eux-mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. » Donc ce respect pour la plante va bien au-delà de ses affirmations concernant son ignorance au sujet des légumes cultivés dans son domaine. Il ne renonce pas en effet souvent à un jeu énonciatif dans lequel il se met en scène dans son jardin imparfait. C'est lui qui le définit ainsi. Sans savoir distinguer de l'un grain à l'autre, ni en la terre ni au grenier, si elle est par trop apparente, ni à peine celle d'entre les choux et les laitues, et de ne pas trouver intéressant ce plaisir de bâtir des jardins, ni ces autres plaisirs de la vie retirée, ou prononcer une phrase sibylline. Quelque diversité d'herbes qu'il y ait, tout s'enveloppe sous le nom de salade. Alors là, c'est une prise de position qui n'est... Quelqu'un l'a accusé de dédain, lui, il s'en défend, mais en réalité, tout ne va pas ainsi dans les essais. Son livre, en effet, nous venons de voir le thym, la marjolaine, dans l'autre citation, ce livre est émaillé d'une série de noms de plantes, des plus ordinaires aux plus rares et précieux, sous-tendu de connotations anciennes et liées à ce monde enfant, l'autre monde, le nouveau monde, qu'il met en scène, ou bien des plantes comme la rhubarbe et le molly, ce molly des Incas qui n'a jamais été étudié en réalité. On a évidemment évoqué l'Odyssée, mais on verra plus tard qu'en réalité, Montaigne ne pense pas au molly d'Ulysse, mais c'est autre chose. Nous y reviendrons.
Le végétal peut être réécriture d'une image utopique, mais aussi représente la mise en cause d'une vision anthropocentrique. C'est ce qui intéresse Montaigne, notamment dans l'Apologie de Raymond Sebond de 12. C'est cette remise en cause de l'homme au centre de l'univers. Et l'occasion d'une ouverture aux autres par l'évocation de leurs plantes, dont on parle des autres, mais on évoque leurs plantes, de leur nourriture, de leurs parfums, il y a un essai sur les parfums, et de leurs plantes médicinales. Donc, il cite des plantes comme l'éryngium, par exemple, l'herbe des Turcs. Voilà, vraiment cet intérêt. Et nous allons commencer par voilà, je vous ai mis quelques images du dernier tome de l'avant-dernier. En réalité, il y en a un tout nouveau qui vient de paraître sur le gender. Et ce Montaigne et la science, qui a été dirigé par Violaine Giacomoto Chara, qu'on va évoquer aujourd'hui, et sur la complexité du mot science chez Montaigne. Vous voyez que le sens exact du mot science lui-même d'abord fait problème. Vous voyez, toute autre science est dommageable à celui qui n'a la science de la bonté. Vous voyez toujours cette vision éthique du savoir. Et ces questionnements infinis de Montaigne sur la science. Je vous ai mis aussi quelques images de Montaigne, des essais, la première édition, l'édition de 82 et l'édition de l'Angelier, où vous voyez déjà tous ces légumes tout à nous dans le cadre qui font penser à ces peintres italiens comme Crivelli, mais aussi à Michelangelo et d'autres peintres qui ont inséré toute une série de légumes dans leur tableau. Et ici, nous avons la première traduction italienne. Il y a un rapport extraordinaire entre Michel de Montaigne et Venise. Souvent, ces textes de botanique qu'il a lus sans doute, on voit des sources précises, sont repris par des livres publiés par les Vénitiens. Et ce n'est pas un hasard que la première traduction complète de Montaigne paraisse à Venise. Il y en avait une à Ferrare plus tôt, mais c'est une édition censurée où il n'y a que quelques essais. Et voyez que l'Apologie, qui est ce monstrueux essai, le définit Tom Conley, cet essai est très très long, est publié à part par Ginam, comme un autre livre. Alors, je vous ai mis la librairie de Montaigne, qui a été reconstruite en 3D par le site Monlo. C'est un site où tous les textes manuscrits, les éditions de Montaigne sont en ligne grâce au travail de l'équipe de Tours. Et c'est toujours la reconstruction de cette bibliothèque magnifique de Montaigne. Mais nous revenons à Montaigne et les végétaux. Alors, l'une des premières anecdotes, alors les végétaux apparaissent souvent dans des anecdotes. Par exemple, lors de cette rencontre qui a eu lieu à Pise le 8 juillet 1580, Montaigne, dont à plusieurs reprises utilise un lexique végétal, sonde le corps de la plante, comme dans l'anecdote justement de Pise, dans laquelle, grâce à un artisan d'instruments de mathématiques, il apprend qu'à partir des cercles du bois, on peut établir, vous voyez les cercles là, les cercles du bois, on peut établir l'âge de l'arbre à l'endroit où il a poussé. Et c'est en italien la partie du journal, mais je peux vous traduire. L'artista, uomo ingegnoso e famoso da far belli strumenti di matematica, mi insegnò che tutti gli alberi portano tanti cerchi e giri quanti hanno durato e me la fece vedere in tutti quelli che aveva nella bottega. Donc, cet artisan qui fabrique des instruments de mathématiques lui enseigne comment les arbres, on peut établir l'âge des arbres à travers, vous voyez, cette section, si on veut, de la plante. Et en plus, il ajoute qu'il a acheté chez cet artisan una canna d'India à appoggiare et aussi un vasetto, un bicchiere di noce d'India. Vous voyez donc un verre en noix de coco. Et on pensait que cette noix de coco aurait le même pouvoir du bois de tamaris de purifier les reins et la rate. Donc vous voyez que déjà, il y a cette attention aux arbres, mais aussi à des thérapies qui peuvent aider à soigner sa maladie
est la maladie de la pierre. Montaigne, qui reviendra à plusieurs reprises sur les simples et sur les thérapies médicales liées aux herbes, aux plantes et aux épices, à ce qu'on appelle la médecine sans médecine des anciens, des peuples du Nouveau Monde et des gens de village, par exemple dans 237, de la ressemblance des enfants au père, qui n'emploient que du vin, le plus fort qu'ils peuvent, mêlé à force safran. Et voilà, le safran, on le trouve un peu partout, chez Rabelais, qui achève son 4e livre sur cette substance, dont il y a eu un très beau numéro de la revue sur Rabelais, l'année rabelaisienne, qui a consacré 2 articles au safran chez Rabelais. Et donc, vous voyez, j'entends bien, dit-il, qu'il y a quelques simples qui humectent, quelques autres qui assèchent. Je sais par expérience, vous voyez, donc cette importance du mot expérience qui revient 2 fois dans cette citation de 237. Et que les réforts produisent des vents et que les feuilles du séné lâchent le ventre. Je sais plusieurs telles expériences, comme je sais que le mouton me nourrit et que le vin m'échauffe. Les plantes semblent pouvoir neutraliser le danger représenté par le médecin ou la sorcière. La phrase de Montaigne en 3.11 dans des boiteux, je préfère que les sorcières soient soignées avec les lébores plutôt que tuées avec la ciguë. Dans 3.11, j'ai consacré un article qui a été publié à Pise. Non, c'était un colloque à Pise, mais en réalité, il a été publié chez Garnier. Voilà, cette attention pour la plante qui symbolise, dans ce cas, le traitement auquel ces femmes doivent être soumises, non pas la mort, non pas le bûcher, mais plutôt une thérapie. Or, les plantes chez Montaigne, qui est propriétaire terrier, comme vous le savez, qui vit en contact visuel avec les paysans qui cultivent la terre, ont plusieurs visages. Donc, le premier visage philosophique. En premier lieu, car les plantes participent au mouvement du monde. Nous l'avons vu à propos de Léonard. Les plantes sont étroitement liées à une dimension corporelle. Elle indique à Montaigne la voie du corps et l'éloigne des structures humaines imposées par des règles. Elles sont thérapeutiques et liées à l'expérience directe, comme il l'affirme à 2 reprises dans la citation que nous venons de lire. Les plantes et les herbes sont aussi au centre de sa réflexion métapoétique, mimant par leur mouvement secret. Ces plantes, nous sommes encore Voilà, ça c'est un livre que j'ai publié il y a quelques années, Le salut par les eaux et par les herbes, où il y a un travail aussi de Violaine Giacomotto sur du Bartas, mais il y a aussi toute une série d'articles sur Montaigne, surtout sur les thérapies thermales sur les eaux. Les plantes, les herbes, donc, sont aussi, je disais, au centre de sa réflexion métapoétique, mimant par leur mouvement secret, parfois souterrain, étoilé, en rhizome, en cerchi et giri, comme nous avons vu, en cercle, en méandres obscurs, par leur foisonnement touffu et déréglé, en 1000 herbes sauvages. Et si on regarde la fréquence du mot herbe dans les essais, on voit qu'il est toujours associé à des mots comme 1000, 100 000, une grande quantité, une quantité, voilà, 1 million de plantes, voilà, cette idée de foisonnement, comme 1000 chimères, comme le foisonnement de ces chimères, mais il exprime aussi l'exigence d'une mise en forme, d'une greffe d'autres textes, nous l'avons vu à propos des abeilles, d'autres idées qui revivent dans le texte dans lequel ils sont tentés. Il ressent donc la nécessité de les assujettir tout en suivant leur mouvement lent, mystérieux. Et j'en parle beaucoup dans l'introduction de mon livre, Montaigne rejoint ici des réflexions philosophiques assez récentes, mais même des recherches scientifiques. Si l'on pense aux philosophes du plan Turn, comme Emanuele Coccio, comme les Américains, qui démontrent, ou comme Mancuso, qui est un homme de science, qui démontre comme les plantes ne sont pas immobiles, que les plantes se déplacent grâce à leurs racines, grâce au vent, par exemple, qui
qui fait déplacer on verra tout à l'heure quelques exemples de livres de ce courant de pensée. Mais aussi on recherche des hommes de science, comme mes collègues de Padoue, qui travaillent énormément sur l'intelligence des plantes. Donc cette idée de ce mouvement des plantes, que Montaigne souligne aussi, je pense maintenant dans la traduction de Raymond Sebon, dans cet escalier où il parle de ce mouvement des plantes qui ne sont jamais immobiles. Et c'est une idée que, par exemple, Labrosse, le fondateur du Jardin des plantes, reprend, cette idée des plantes mouvantes. Pour Montaigne, le végétal est au centre de sa réflexion sur le monde, sur la science et sur la médecine en particulier. La revalorisation de plantes se situe du côté de la mise en cause des valeurs établies et induit un déplacement qui met en question les procédures classificatoires de la philosophie naturelle, surtout en 2.12 dans l'Apologie, et plus largement de la hiérarchie des êtres, de ce qu'on appelle la scala naturae, c'est-à-dire l'échelle de la nature, de la cosmologie. Montaigne connaît l'ambiguïté des plantes et il en fait un usage subversif s'y cristallise la crise catégorielle en ce qu'elle interroge les limites entre les règnes. Là, je vous ai mis, voilà. Ici, ce sont les livres dont je vous parlais tout à l'heure. Le livre d'Emmanuel Koch a été publié aussi en français, La vie des plantes. Lui, il enseigne à Paris, d'ailleurs. C'est un livre extrêmement important pour cette question et très, très facile à lire, voilà, très, par rapport à d'autres livres. Voilà, les Américains ont beaucoup travaillé sur cette question de la place de la plante dans le cosmos. Et voilà, ça c'est l'un des livres, par exemple, d'un collègue qui est un psychobiologue et dont étudie l'intelligence des plantes. Chez nous, à Vérone, il y a quelqu'un qui étudie l'intelligence de la vigne, c'est mon collègue. Et Stefano Mancuso, voilà, et Alessandra Viola ont écrit des livres très importants sur cette sensibilité et intelligence du monde végétal. Alors ça, c'est un livre d'une de mes élèves, de Juliette Ferdinand, sur Palissy. Il y a aussi un très, très beau livre, mais sur lequel on reviendra. Donc, je disais, ils sont étroitement liés à la réflexion sur la vie et sur la mort. Voilà, la plante, souvent chez Montaigne, le chou. J'aimerais mourir plantant des choux. À ces réflexions sur l'écriture et sur ses procédés, de la greffe au rhizome, de l'émondage à la transformation, du passage de la semence au corps, de la plante au fruit, dans toute une série de transformations, vous voyez ce mouvement, cette transformation est souvent associée au végétal. Comme un arbre, très vite. L'humeur que suce la racine d'un arbre, elle se fait tronc, feuille et fruit. Montaigne possède, on a beaucoup étudié la bibliothèque de Montaigne, qui a été reconstruite, et on a retrouvé 106, je crois, livres avec son ex-libris. Il y avait des faux, évidemment, ils en avaient fabriqué de faux, mais qu'avec des techniques modernes, on a découvert, dont de Columelle à Théophraste, comme il possède d'ailleurs une bibliothèque bleue, c'est-à-dire consacré à l'eau, aux thérapies thermales, et surtout il l'observe apparemment inattentif dans sa posture de gentilhomme désenchanté, mais en réalité il est très attentif au végétal, à ce qui se passe lorsque par exemple ces paysans plantent des choux, qu'à d'autres pratiques qu'il juge dangereuses, brutales, visant, dit-il, le vif et non l'écorce. Voyez cet aspect vivant de la nature et de la plante. La métaphore végétale fait irruption dans les essais, non seulement quand il évoque le mouvement incessant du monde, mais aussi quand il fustige. La citation que je vous avais montrée au début, c'était dans de la cruauté. Il fustige la cruauté, la torture, le bûcher, les sorcières, quand il réfléchit sur le mystère de la douleur. Forcerons-nous la générale habitude de nature qui se voit en tout ce qui est vraiment vivant sous le ciel de trembler sous la douleur. Les arbres même, vous voyez, semblent gémir, ça c'est en 14, aux offenses qu'on leur fait. Les plantes souffrent, comme le disait Labrosse, le fondateur du Jardin des plantes. Elle, il disait, j'en parle beaucoup dans mon introduction du livre, elle se resserre tout sous les coups de la hache. Et Palissy s'étonne qu'elles ne crient pas lorsqu'elles sont meurtries.
Or, la question de l'âme des plantes, à laquelle Labrosse va consacrer les chapitres 4 et 7 de son traité de la nature, vertu et utilité des plantes, est complexe et très débattue à partir de l'Antiquité. Pour Labrosse, elles sont douées d'une âme et il est fourvoyant de parler d'âmes différentes. Il suffit, selon lui, de distinguer leurs différentes facultés. La science végétale de Montaigne est donc bien plus étendue que ce qu'on en pourrait supposer. Les plantes participent à un projet profond et fécond de sa pensée, éthiquement comme les animaux et les hommes. Les plantes, comme les chimères, il faut les entretenir, il faut les cultiver, il faut les utiliser pour soigner l'âme et le corps, pour exorciser les peurs, la folie, pour danser avec la vie et la mort, pour évoquer l'esprit et la feuille de papier qui naît de la pensée humaine, comme le gui sur la branche. Voilà, ça c'est l'une des images végétales les plus importantes. Si le corps vieillit, l'esprit est comme le gui qui est vert, qui conserve sa verdeur, alors que le corps est sec. Et cette idée que le végétal est utile aussi à exprimer, à dire ce que les Américains appellent le self, la science de distinguer les vices, nos vices et nos vertus. Dans les essais, le végétal participe au mouvement du monde. Et bien qu'il émaille le texte, il ne subit pas un traitement spécifique. Les essais ne sont pas un traité comme le traité de la nature, vertu, utilité des plantes, ou bien comme les textes des botaniciens. Ou dans les poèmes scientifiques, par exemple, le végétal est très présent dans la Semaine du Bartas, dans l'Encyclie des secrets de l'éternité, dans les poèmes de caractère scientifique qui sont très importants à la fin du siècle. Les plantes peuvent avoir pouvoir de vie et de mort, être cruelles ou douces, elles font partie de l'ensemble du monde vivant. Tantôt, elles soignent les hommes, les animaux qui en connaissent les propriétés. Tantôt, elles sont capables de punir, d'empoisonner, comme la ciguë. Mais la plupart sont utiles à la santé. Du Bartas, il le dit, la plante est pharmacone, donc elle peut être utile, elle peut être dangereuse. Mais souvent, c'est l'homme qui l'utilise mal. C'est une question de quantité. Profitable comme l'armoise, qui, selon Fuchs, rompt les pierres, ça intéresse énormément Montaigne, évidemment, et fait venir l'urine retenue. De Galien, elles sont profitables contre la pierre des reins et pour étuver les lieux secrets des femmes. Le végétal donc est soumis à ce qu'on appelle un double mind, c'est-à-dire deux visages, qui caractérise son traitement à la Renaissance. D'un côté, la plante est étudiée comme objet de connaissance. Il suffit de penser à Matteoli, qui travaille dans les montagnes de Belluno, et il revoit Dioscoride, il annote Dioscoride et il insère dans ce traité des milliers de nouvelles plantes et reste inaccessible dans son altérité. De l'autre, la plante acquiert un nouveau statut qu'elle partage avec les hommes et les animaux, par lequel on essaye de sonder sa vraie nature. Donc la tension entre ces deux tendances est sensible et Montaigne semble les réunir dans ses essais où la plante est objet de connaissances, donc d'expériences, comme nous avons vu, mais en même temps sujet qui, par sa nature émouvante, met en crise l'échelle des êtres et surtout met en cause la précédence de l'homme. Vous savez très bien que dans l'apologie, l'homme est considéré l'animal le plus négatif. L'échelle de la nature n'est qu'une aporie, car les êtres vivants forment un continuum. L'art et la littérature et les nouvelles découvertes, si importantes pour Montaigne, qui consacre 2 essais, des cannibales et des coches, au Nouveau Monde, de la botanique, participent à cette oscillation entre les savoirs et la fiction littéraire et révèlent la nécessité d'améliorer les connaissances scientifiques de la plante et de son essence. La prodigalité de la nature, ces 1000 herbes, ces plantes venues d'ailleurs, ces créatures insolites à la rencontre, ce qu'on appelle à la Renaissance les zoophytes, un peu plantes, comme l'herbe vive, des plantes qui se déplacent. Ces créatures insolites, Duret écrit par exemple de très beaux traités sur ces zoophytes, rendent improbable un agencement ordonné
et perturbe l'ontologie scalaire traditionnelle en créant des liens, des connivences, ce qu'on appelle des rhizomes, dans un mouvement secret désordonné, selon ce rythme universel qui nous entraîne de la mort à la vie, de la vie à la mort. Montaigne, dans sa tension vers le Chésis, s'exprime par le bouleversement de la scala natura et préférant la ligne droite, les méandres et les rhizomes, englobant les êtres des animaux ou plantes, la conviction de l'impossibilité à l'homme d'imposer à la création ou à la nature une signification à partir de lui-même. Le moyen que je prends pour rabattre, voyez, cette frénésie et qui me semble le plus propre, c'est de froisser et fouler aux pieds, ça c'est toujours de 12, l'orgueil et humaine fierté. Leur faire sentir l'inanité, la vanité et dénéantise de l'homme. Leur arracher des poings, les chétives armes de leur raison, le faire baisser la tête. Voilà, ça c'est une image, faire baisser la tête à l'homme qu'il reprend lorsqu'il parle par exemple des épis de blé. Et il dit que, je vous montrerai des images, que lorsque les épis sont mûrs, elles baissent la tête. Et l'homme fait de même. C'est-à-dire, lorsqu'on vieillit, on devient mûr, on apprend à baisser la tête, à être moins orgueilleux et moins fier de nous-mêmes. Comme Thierry Gontier, qui écrit des choses très belles sur les animaux, de l'homme à l'animal, paradoxe sur la nature des animaux, Montaigne et Descartes, intelligence et vertu animale, etc. Il est philosophe. Comme je disais, Gontier l'écrit pour l'animal, le végétal représente aussi un double défi à notre raison. Pris comme un objet d'interprétation, il représente sur quoi bute notre dogmatisme herméneutique. Pris comme un sujet d'interprétation aussi qualifié que nous, il représente sur quoi se heurte notre prétention à dominer le monde et à constituer la mesure exclusive de l'être. Pensez les plantes, Bordeaux, Venise, les Nouvelles-Indes. Vous voyez, la géographie de Montaigne est assez intéressante. Bordeaux, bon, évidemment, et Venise, parce qu'il y a tous ces textes. Et la chose intéressante, c'est qu'à Venise, Ziletti publie cette édition de la théologie de Raymond Sebon au moment où Montaigne, 1581, passe par Venise. Alors, une collègue italienne avait pensé que probablement Montaigne aurait pu laisser sa traduction revue chez Ziletti. Moi, j'en doute, parce qu'il ne se serait jamais séparé de sa traduction, j'imagine. On n'a pas comme maintenant des fichiers partout et après on ne sait même plus quel est le bon, mais il le gardait très précieusement. Mais c'est quand même une coïncidence intéressante. Donc, il utilise donc comme une alliance de notions aristotéliciennes et épicuriennes pour décrire les plantes comme émanation de la réalité matérielle constamment en mouvement. Dans l'apologie, que nous avons vu, que Ginami publie dans un volume séparé, justement à cause de sa dimension, véritable compendium du scepticisme, Montaigne démonte pour montrer l'impuissance humaine, l'échelle de la nature, cette illusoire hiérarchie. Là, c'est le livre des Venins Mais tous ces livres que Ziletti publie, voyez, à Venise, intéressent au plus haut niveau Montaigne. Par exemple, le traité de Acosta, un traité ça, ce sont des exemplaires que j'ai vus à Venise. Et il reprend, voyez, ce sont des exemplaires des livres illustrés très beaux, avec des ananas, avec des plantes, des animaux. Et ça, c'est un travail que j'avais fait il y a quelque temps sur les ananas et les narcisses jaunes, Montaigne dans le jardin italien, ramification, rhizome et réseau. Et où on trouve cette herbe qui intéressait aussi beaucoup la brosse, une herbe vivante dans le sens qu'elle se retirait au moment où quelqu'un s'approchait. Alors, cette échelle de la nature, je disais, mise en question, et Giordano Bruno même en parlait comme d'un balocco e trastullo per vecchie rimbambite, donc un jouet pour les femmes âgées et qui acceptent ces fables. Mais ils sont défendus, ces théories, par ceux qui voient aussi ainsi bouleverser leur rêve d'harmonie du monde et leur sereine certitude. En effet, bien que l'homme soit doué de raison et d'oraison, si l'homme ne peut connaître ce qui lui est selon lui inférieur, comment peut-il connaître l'être Dieu, l'âme et le monde ?
Or, dans cette échelle des êtres, les plantes occupent dans sa théologie, la deuxième marche, comme je vous disais tout à l'heure, hein, et si on analyse le texte latin et le texte en français de Montaigne, on voit de nombreuses variantes. Dans sa version, Montaigne souligne ce mouvement, cette métamorphose, leur transformation. La seconde marche de notre échelle, écrit-il, comprend toutes choses qui ont l'être, le vivre seulement. Et il dit, les plantes, les arbres, les herbes qui vivent d'autant qu'elles ont ce mouvement par elles-mêmes, vous voyez. Des arbres, il y en a 1 million d'espèces différentes en qualité, en vertu et en estimation. Ne plus ne moins, y a-t-il un infini nombre de sortes d'herbes, desquelles l'une par les autres. Vous voyez, il opère de nombreuses modifications sur le texte latin. Par exemple, cet usage des modalisateurs. Il change les certitudes du théologien catalan par « il est vraisemblable que peut-être, il faut croire que ». Vous voyez, donc il y a un travail de mise en doute. Mais ces textes servent aussi pour lire et écrire le monde. Il y a ce souci des herbes, comme l'appelle Dubartas. Et parmi les traités vénitiens qui intéressent Montaigne, nous avons vu donc Acosta, mais il y a aussi Garcia da Horta. Il y a toute une série de textes qui sont aussi très importants. Et il y a vraiment des... ils sont très proches des idées de Montaigne, notamment sur ces plantes qui arrivent du Nouveau Monde. Et dans le cas, par exemple, de la traduction de Monardes, qui parle de 3 plantes, de 3 plantes que Montaigne va évoquer ironiquement dans De la ressemblance des enfants au père. C'est vraiment les mêmes 3 plantes que Monardes cite dans son traité traduit en 1576. Si la nation desquelles ça c'est Montaigne, nous retirons le gaillac, la salseparille, les bois d'esquine, ont des médecins, combien pensons-nous, par cette même recommandation de l'étrangeté, la rareté et la cherté. Voyez dont il reprend exactement les mêmes 3 plantes que nous trouvons dans le traité de Monardes. La rareté, la cherté, qu'il fasse fête, dont les autres de nos choux et de notre persil, car qui osera mépriser les choses recherchées si loin? Alors, le rapport de Montaigne avec ces plantes qui viennent d'ailleurs est un rapport assez compliqué. Quelqu'un a pu dire que il est contre, Montaigne jette l'anathème contre les médecins exotiques, les médecines exotiques, rhubarbe comprise. Selon moi, la réalité est beaucoup plus compliquée. L'attitude de Montaigne est complexe. Il est convaincu de leur pouvoir, il est curieux surtout, et ni complètement réfractaire, comme l'anecdote de Pise, la noix de coco, et ses lectures le démontrent. Alors, si vous voulez, par exemple, parfois répondre, il y a toujours un rapport assez conflictuel avec Laurent Joubert, qui publie chez Millange, on le sait, ses erreurs. Il a aussi tenu compte, dans cet essai rédigé vers 79, de toute une constellation de livres, dont Rapportés d'Italie. Des livres qui sont relayés Venise en vers, c'est des livres souvent repris par Plantin. Alors, il y a tout un circuit européen de ces livres sur les végétaux. Et comme le dit Dominique Branchet, la séditieuse végétale est enrôlée dans une croisade sceptique contre le paradigme anthropocentriste. Chez Montaigne, la dimension philosophique du mouvement des plantes est complexe. La plante est un mouvement comme le monde. La plante chez Montaigne nous enseigne quelque chose qui est vital dans le rapport au monde de la nature, ainsi qu'au rapport avec le soi et son livre enfant. Il est très fasciné par la dimension familiale, dont il y a les plantes venues d'ailleurs, il y a la noix de coco, mais il y a aussi la plante comme le chou, la plante qui est liée à la terre, à son domaine, au planter des choux, mais en même temps suscite un sentiment de merveille profonde, d'étonnement.
La pluralité des images végétales lui permet de dépasser une vision sédentaire de la plante, qui, comme le monde entier, est en mouvement dans un flux continuel de la matière, de conception épicurienne. La plante est un être vivant, le vif, il parle souvent du vif de la plante, de 11, qui mérite notre respect, un respect qui est à la base d'un engagement éthique envers tous les êtres vivants, de l'homme aux animaux. Et je passe sur une partie qui concerne Lucrèce, qui est plutôt compliquée philosophiquement, surtout parce que vous savez que Montaigne a noté Lucrèce, donc dans ses annotations, évidemment, des annotations très importantes pour la question végétale. Pour Montaigne, la nature reste bienveillante et dans la transformation, dans le passage, elle maintient intact le potentiel vital. Tout ce qui branle ne tombe pas. Dans des coches, il reprendra cette dialectique entre monde vieux et mortel et monde jeune, monde enfant. Un monde nouveau, quelqu'un avant me parlait de Rabelais, à la porte duquel, qu'est-ce qu'il met Rabelais? Met un planteur de choux. Et Montaigne qui écrit « Que la mort me trouve plantant des choux ». On passe Lucrèce. Je veux que la mort me trouve plantant mes choux. Je veux, pour Montaigne, donc, il faut quitter la vie sans regret, plantant ses choux. Je veux qu'on agisse, qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut. Et que la mort me trouve plantant mes choux, nonchalant d'elle, vous voyez, nonchalant. Et encore plus de mon jardin imparfait. Vous voyez, le chou, représente ce côté l'humilitas que l'homme doit apprendre. J'envie mourir qui étant à l'extrémité, se plaignant incessamment de quoi sa destinée coupait le fil de l'histoire. Vous voyez l'ironie de Montaigne qu'il avait en main. Les choux qui représentent pour lui donc le monde familial, le monde qu'il observe de sa fenêtre, sont l'objet d'un éloge paradoxal, un genre qu'à la Renaissance on connaissait bien. Pensez à Erasme, pensez aux humanistes Ferrare comme Calcagnini, mais dans lequel le domestique, le naturel, le quotidien ne sont pas dépourvus du frémissement de l'étrange et de l'instable. Le chou est en effet symbole de frugalité, de simplicité, mais il y a aussi des connotations plus obscures, nées de larmes de Lycurgue que Dionysos avait liées à une souche de vigne, de là leur inimitié, leur antipathie, évoquée par Théophraste que Montaigne lisait, Varron, Pline, Columelle, Matteo, Liparé, voilà, les sources sont vraiment innombrables, Della Porta, Fracastoro, sans remonter aux anciens évidemment. Et Montaigne met en scène Dioclétien, ses choux lui donnaient plus de satisfaction que le pouvoir. Aller planter des choux, d'ailleurs, signifie se retirer de la vie publique. Chou-mère, donc, chou utérus, vous voyez cette forme, chou psychopompe, et en italien, lorsqu'on dit andar per cavoli, ça veut dire mourir. Le chou, vous voyez, cristallise plusieurs tensions du discours de Montaigne de son jardin imparfait. S'il n'est pas étonnant que ce légume apparaisse dans deux livrogneries via les satires d'Horace, le chou de l'apologie parcourt sa parabole existentielle, comme les opinions, comme les hommes, comme les animaux, comme les plantes. Nature en sert dans les termes de son progrès ordinaire, comme toute autre chose, aussi les créances, les jugements, opinions des hommes, si elles ont leur évolution, leur saison, leur naissance, leur mort, comme les choux, voyez, un douce. C'est vraiment un refrain. Le chou articule la fragilité de la vie humaine. Notre finitude, notamment dans l'apologie, indique la voie de l'humilité à l'homme, à celui qui, comme une plante, rampant au limon de la terre, sait toujours toutefois lever sa tête vers les nues et voir que vertu n'est qu'un mot, comme un bois sacré de bûche. Si le chou représente donc pour Montaigne le familier érigé en mode de vie, il est aussi un légume clé de ce jardin imparfait, de son potager philosophique, cachant derrière ses tendres feuilles des tensions philosophiques et existentielles importantes, notamment son acceptation d'une condition humaine qui suit une pente et qui a sa saison, sa naissance, sa mort, comme les choux. Le chou sert à détecter, derrière l'apparence anodine du quotidien, la pensée profonde que le végétal et ce monde constamment en mouvement, en transformation, mobilise. Et si vous pensez que chez les libertins, chez Cyrano par exemple en particulier, il deviendra ce chou intellectuel, rational cabbage, qui pense et qui dit « je ».
Et à côté du chou, il y a aussi un autre légume, un autre fruit que Montaigne, lorsqu'il annote Lucrèce, gustus quoque, etc., cette philosophie du goût entre le doux et l'amer qui est chère à Montaigne et qui reviendra souvent sur la saveur ronde, ensoleillée de l'huile d'olive, des fruits et des légumes italiens dans son journal. Force orange, vous voyez, vous les avez là, une belle liste, tout plein de beaux parts d'oliviers, orangers et autres tels fruitiers. Montaigne est surpris de la dimension, de la rondeur de ces fruits. Et enfin, le premier melon de juin, mangiai allora il primo pepone. Je mangeais le premier, ça c'est à Florence, le 22 juin, je mangeais enfin ce fruit qu'il aimait tout particulièrement. Vous voyez, le melon est aussi lié à une idée de fécondité qui sous-tend les remarques de Montaigne. Et les pouvoirs thérapeutiques du melon semblent très appropriés d'ailleurs pour la maladie de Montaigne, qui fait de son corps, de ses sens, le terrain privilégié de son expérience du monde. Vous voyez donc, Montaigne est lié à ces légumes d'humilité, son désenchantement, son usage sans usage, d'une façon d'avoir rapport au monde sans y prendre d'attache, sans s'acharner incessamment vers la perfection, le jardin imparfait. Je meurs et nonchalant de mon jardin imparfait, mais en prenant compte de notre finitude, de notre être lié au limon, de notre ramper, ce verbe qu'il utilise, ramper dans le monde. Au prix du commun, les hommes, peu de choses me touchent, ou pour mieux dire, me tiennent, car c'est raison qu'elles touchent pourvu qu'elles nous possèdent. Vous voyez, donc elles doivent nous toucher, nous devons apprendre. Il y a un très beau livre d'un psychothérapeute maintenant qui propose à l'une de ses patientes la lecture de Montaigne comme remède comme thérapie à sa maladie, à sa dépression. Ces végétaux que Montaigne aime sentir dans les essais, dans son journal, comme et voilà pas ici, des rustiques figurines, et auxquels on peut ajouter les oignons, qui sont partout, les os, les salades, le cresson, les raisins, les pommes, les poires, les poireaux, la vigne, les blés, le persil, les artichauts, forment une sorte de contrepoint maraîcher et primeur aux citations savantes. Et là, je vous ai mis, voilà, de nouveau quelques images de Crivelli qui sont parfois inquiétantes, comme vous voyez cette tête, et voilà la page de titre des essais où vous voyez des cornichons et des légumes au milieu des fruits que nous avons là. Or, ces légumes apparaissent aussi, comme vous voyez, dans les festons et dans les tableaux de peintres de l'école de Padoue, mais aussi de réalité comme Mantegna et surtout Carlo Crivelli, qui peint très souvent ces fruits, ces légumes, des concombres, dont ce motif des festons aux légumes est aussi présent dans les fresques de Raphaël à la Farnesina, la Loggia di Siche par exemple, et chez Archimbolde, évidemment, vous le connaissez. Or, ces légumes sont un symbole d'abondance, une sorte de cornucopia, mais cachent aussi, comme cette tête qui était là cachée au milieu, plutôt inquiétante, cachent aussi souvent des significations plus raffinées pour des spectateurs plus avertis. Le concombre cristallise des connotations d'abondance liées aussi à la facilité de sa cultivation. Et cette page de titre de Langelier, 1588, évoque peut-être aussi la richesse, la fécondité de ce jardin des essais, de ce jardin de mots, la prolifération et la tentative de figer cette luxuriance dans un cadre et dans ce livre-jardin qui veut enregistrer le monde et le foisonnement des herbes, des créatures qui le peuplent, plantes, hommes et animaux. Voilà, donc vous voyez que le végétal chez Montaigne est extrêmement complexe. Là c'est monardès, je vous en parlais tout à l'heure. Et cette attention aussi à ces herbes qui viennent, ce qu'on appelle, il y avait beaucoup de méfiance de la part des médecins pour ces ersatz, ces herbes qui venaient d'ailleurs et qu'on retenait pas assez qualifiées comme les nôtres. Montaigne parle souvent de la rhubarbe, au moins 3 fois j'ai trouvé, donc ce médicament que selon lui, il a ses effets, mais il fait mal. Cette idée du médicament qui peut nous faire mal. Ce qui nous fait penser aussi à quelques médicaments modernes qui peuvent nous sauver, mais qui peuvent aussi détruire notre corps, peut-être guérir de quelque chose, mais anéantir le reste. Et cette rhubarbe est souvent utilisée aussi
du point de vue philosophique, comme une métaphore du scepticisme, ou bien comme cette métaphore aussi du savoir des animaux. Vous voyez, les animaux que dans 2.12 savent connaître la force de la rhubarbe et du polypode. Nous voyons ces chèvres qui vont choisir le dictame, dont cette intelligence aussi. Ça, c'est la rhubarbe des Indes, à laquelle Gori avait consacré un traité important. Alors, le végétal sert aussi pour Montaigne, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, pour dire le soi, pour dire le self, cette idée de la... Vous voyez, les métaphores lui montrent des racines chez moi, les vis, il les grossissent un arbre. Et le gui, qu'il verdisse, qu'il fleurisse, cependant qu'il peut, comme le gui sur un arbre mort. Vous voyez, notre corps qui vieillit, sec. Cette idée de la décrépitude, de la sécheresse, et le gui, quand même, un autre esprit qui reste vivant, qui reste vert sur cet arbre mort. Ou bien encore, vous voyez, les joncs, c'est une autre métaphore qu'il utilise souvent. Depuis dans l'entrée, le temps, je suis envieilli. Mais assagi, je ne le suis pas, certes pas d'un pouce. Vous voyez toujours cette positivité, cet esprit vif. Moi, à cette heure, et moi, tantôt, sommes bien deux. Mais quand meilleur, j'en ne puis rien dire. Il ferait beau être vieille si nous ne marchons que vers l'amendement. C'est un mouvement, vous voyez, d'ivrogne, titubant, vertigineux, informe, ou des gens que l'air manie casuellement, selon soi. J'ai une amie qui est en train de faire un livre sur le jonc. Dans la littérature française, il y a des images très belles. Voilà que Montaigne reprend encore, il cite Virgile pour dire que peut-être il est plus intéressant de tresser des joncs que d'être pédant, de savoir tous les noms de ça et de cela. Et voilà les épis dont je vous ai déjà parlé. L'homme est pour Montaigne comme les épis qui vont s'élevant et se haussant, la tête droite et fière quand ils sont vides. Mais quand ils sont pleins et grossis de grains, ils sont vieux, non, ils sont mûrs. En leur maturité, ils commencent à s'humilier et à baisser les cornes. Ça, c'est toujours la même citation. Vous voyez que même les métaphores, elles ont été étudiées par exemple, Jean-Claude de Montferrand. Les métaphores végétales, les mots sont comme les herbes. Il faut les amender, les transporter, les fortifier. Et Montaigne, là, rejoint, vous voyez de nouveau cette idée, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai repris quelques citations dans lesquelles il y a ce foisonnement, le nombre infini des plantes, 100 000 sortes d'herbes, 1000 sortes d'herbes sauvages inutiles, quelques diversités d'herbes qu'il y a, un livre, les herbes gaillardes, 1 million d'herbes, etc. Cette idée que les mots, la métaphore végétale, celle de la culture, de l'assistance humaine portée à la nature dans le jardinage, le maraîchage ou l'horticulture est paradigmatique. Et cela nous fait penser, évidemment, nous sisémistes, à la Pléiade. Vous voyez, c'est ce texte de la défense de Du Bellay, où il compare l'écrivain à l'agriculteur, et il faut transmuer d'un lieu sauvage en domestique. Ces mots paysans qu'il utilise souvent. On trouve ça aussi dans le paratexte de Mademoiselle de Gournay, à mesure que jardinier et provinier, à propos d'une langue, est une plus belle entreprise, à mesure est-elle permettable à moins de gens, ainsi que remarque mon père. Alors, je pourrais continuer, parce que je vois que 6h30 arrive. Dans l'imaginaire végétal est très important, évidemment, dans les essais sur le Nouveau Monde. Une grande quantité de gros arbres, tout branchus et tout verts, représentant une grande forêt, voilà. Et cette idée de fertilité de ce Nouveau Monde. Et là, c'est une autre citation qu'il reprend de Las Casas. Tant de villes rasées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. Mécanique victoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il met en scène ces jardins métallurgiques des Incas, vous voyez, ces jardins en or. Et tous les arbres, les fruits, pour démontrer le savoir, l'art de ces peuples amérindiens, où tous les arbres, les fruits et toutes les herbes sont dans l'ordre de grandeur qu'ils ont dans un jardin étué, excellemment formé en or.
Mais là, il y a cet arbre, de beaux arbres qui longeaient, le Camino Real, c'est-à-dire ce chemin royal que les Incas. Alors, tout le monde a commenté le Moli, de beaux arbres qu'ils nomment Moli. Mais j'avais pensé que le Moli chez les Grecs était une petite plante, comme vous voyez en bas. Et donc, je me demandais comment est-ce que ces plantes pouvaient longer, faire de l'ombre le long de ce long chemin des Incas sous le soleil. Et j'ai découvert qu'en lisant les voyageurs espagnols, qu'en réalité, ce n'était pas le Moli, bien que, évidemment, Montaigne compte toujours jouer sur la double signification, mais que ces molis étaient en réalité le scinus molle, c'est-à-dire une sorte de faux poirier qui était 7 mètres de haut. Et donc, vraiment, il pourrait border le Camino Real. Vous voyez, il est vrai cependant que la plante qui bordait le Camino Real devait avoir une certaine hauteur. Or, les chroniqueurs comme López de Gomara, les auteurs comme Garcilaso de la Vega, qui est fils d'ailleurs d'une noble femme incas, raconte que les Incas considéraient cet arbre, le Quinus molle, un arbre sacré, et qu'il faudrait prononcer moyer et non moli, un arbre sacré important, et donc et Montaigne ne pense pas au Moli, ou pas seulement au Moli, mais aussi. Et voilà aussi la chanson de la couleuvre, qui a été très bien commentée par André Tourneau, veut démontrer la même chose, comme les jardins métallurgiques que nous avons vus, que ces peuples avaient un art qui était digne de notre attention et que ces peuples donc étaient dignes de notre respect. Alors, pour conclure rapidement, 3 anecdotes végétales très importantes. L'une à propos de sa fille, Léonore. Léonore lisait un jour un livre. Ma fille, c'est tout ce que j'ai d'enfants, parce que les autres filles étaient mortes en l'âge auquel les lois excusent les plus échauffés de se marier. Elle lisait donc un livre avec sa nourrice, sa dame de compagnie. Elle lisait un livre français devant moi. Le mot de Fouteau s'y rencontra, nom d'un arbre connu. La femme que là pour sa conduite l'arrêta tout net. Donc elle censure le mot Fouteau. Alors, je la laissais faire pour ne troubler leurs règles, car je ne m'empêche aucunement de ce gouvernement. La police féminine, un train mystérieux, il faut le leur quitter. Mais si je ne me trompe, le commerce de 20 laquais n'eût su imprimer en sa fantaisie de 6 mois l'intelligence et usage de toutes les conséquences du son de ces syllabes scélérées, comme fit cette bonne vieille par sa réprimande et interdiction. Voyez, ne pas censurer. Voilà, je vous ai mis quelques images. Éléonore de Montaigne, et on a retrouvé récemment des livres avec son ex-libris, comme vous voyez. Par exemple, ici, on ne sait pas le livre qu'elle lisait, il y a des hypothèses, mais elle possédait des livres. Par exemple, ici, dans une lettre, qui est conservée à la Houghton Library de Harvard, elle envoie un livre elle avait un autre livre qui concernait l'histoire des Indes. Autre anecdote qu'il évoque, c'est la pomme de Catulle, cette pomme que cette jeune fille oublie avoir cachée dans sa veste, et c'est dans ce poème 65. Et évidemment, vous voyez que toujours, la pomme ici, la jeune fille et la pomme du poème 65 évoque cette vérité cachée, cette ruse de cette jeune fille qui devient évidemment plus rouge que sa pomme au moment où elle fait tomber. Il y a toujours ce raffinement de Montaigne dans l'imitation de Catulle, où il associe plusieurs poèmes de Catulle, non pas seulement le 65. Et nous avons enfin toute une série voilà, là c'est l'élébore qu'il évoque dans 3.11, les rhingiums dont je vous parlais tout à l'heure. Et dernière anecdote, c'est au moment où il va dans son voyage, il s'arrête chez Plater et il admire l'herbier en 9 volumes qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de Berne, vous le voyez. Et cet herbier, c'est ce qu'on appelait un ortosico,
une mode qui avait été lancée en Toscane, mais aussi à Padoue. C'est-à-dire on recomposait, vous voyez là c'est un tourne-soleil, on le recomposait pétale par pétale. Donc c'était une sorte de reconstruction archéologique presque de la plante. Voilà, pour conclure, parce que évidemment il y a beaucoup de choses à dire, vous lirez le livre, et pour conclure, je veux dire une dernière considération. Il faut que je trouve ma conclusion. Il y a énormément de choses que je n'ai pas eu le temps de dire, mais je vous ai reproduit aussi le tourne-soleil de Plater. Et heureusement que cette collection a été sauvée et donc qui est conservée, très bien conservée à Bâle. Et les plantes dont éclairent ainsi toute une constellation d'enjeux compliqués, philosophiques, métapostuels, biographiques aussi, de l'écriture montaignienne. Cristallise sa pensée profonde, ses doutes, ses hésitations, ses aspirations, qui sous-tendent la magnifique toile des essais. Elles sont l'indice de ses réflexions scientifiques, nous l'avons vu, philosophiques, éthiques, de ses rêveries, de ce qu'il appelle ses chimères, de ses fantasmes qui poussent comme des plantes dans une serre qu'il faut donc émonder, sélectionner, hanter. À travers les plantes, Montaigne propose ses méditations, ses lectures, lecteur et auteur à la fois, qu'il tisse avec ses expériences de voyage, le melon, et les intimes, sa maladie, sa souffrance, et plaide pour la liberté de pensée et de parole. Il ne faut pas censurer le mot photo, sinon l'imaginaire. À travers les plantes, je disais, les plantes sont... Montaigne médite à travers les plantes. Il tisse ses expériences de voyage, je disais, sa maladie, sa souffrance, et plaide pour la liberté de pensée et de parole, contre la torture et le feu des bûchers. Les plantes sont comme des objets mémoriels. Pensez à la pomme de Catulle, ou pensez à la couleuvre des Incas. Les plantes évoquent, suggèrent, cristallisent des expériences et des idées, mais elles sont vivantes, elles sont en constant mouvement dans ce monde où tout est un mouvement, et où, pensez à Starobinsky, Montaigne en mouvement, et où l'homme n'est plus au centre de l'univers. Elles soignent, elles viennent de loin, ou du jardin, sous la tour du château. Elles dansent avec les démons, dans 3.11. Elles attisent la passion, elles empoisonnent le corps et l'esprit. Mais elles permettent d'évoquer la complexité de la réalité, de la vie, et invitent à la liberté de dire et de penser. L'écorce est le crâne de plante, et la sève en est la matière grise. Ça, ce n'est pas Montaigne, mais c'est Malcom de Chazal. L'ortus est une bibliothèque, une librairie où choisir, sécher, greffer, reconstruire une pensée. Merci.